Alors, messieurs, bonjour. Voilà, je vais vous introduire donc aujourd'hui le cours d'électronique de puissance. Avant ça, je tiens à vous signaler que je suis en train de préparer une petite vidéo qui va vous permettre de réaliser une partie de l'examen, qui sera donc un travail à présenter sur YouTube en live. Comme ça, tous vos collègues pourront le voir. Il sera évidemment à ce moment-là enregistré également YouTube à jamais, enfin, en fonction de votre choix évidemment. Ce travail, ça ferait sous PowerPoint ou Prezi au choix, en fonction que vous aimez la Première ministre Sophie Nunez ou pas. Ce travail, donc, ça sera un composant de l'électronique de puissance que les blanches mains de ma fille, la main du hasard, va vous choisir, hein, puisque vous allez choisir, je vous donnerai ça très prochainement. Et dès le moment où cette présentation sera terminée, on fera un petit QCM tous ensemble et normalement vous passerez là de bonnes vacances sans me voir. C'est bien dommage d'ailleurs parce que j'aime bien de partager un bon petit verre avec vous. Donc cette présentation, elle sera faite sur base du programme que j'utilise actuellement, OBS. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez en faire d'autres, hein, mais je vous ferai moi la présentation avec ce que je connais, ce que j'ai appris à utiliser pour vous faire ces présentations actuelles. Ces présentations vous permettront donc de passer comme ça d'une vue à une autre. Ici, la vue, elle est faite soit via mon GSM à la con, soit via ma webcam sur le portable, soit via une webcam externe. Je vous montre ici toutes les possibilités que vous auriez. Ma vieille webcam, c'est une webcam Logitech Pro 4000 qui doit avoir au moins 15 ans, qui fonctionne toujours très très bien. Ça, c'est mon vieux GSM, le S9 Plus, mais n'importe quel GSM qui a une webcam intégrée peut fonctionner, puisque ça fonctionne avec le programme Droidcam, qui est un freeware qui vous permet de partager une connexion en live en Wi-Fi. Et le troisième, bah, c'est bêtement le flux qui se trouve au niveau de ma webcam. Je vous montrerai tout ça lors de la présentation. On va d'abord commencer par parler du cours d'électronique de puissance. Donc ce cours d'électronique de puissance, on va devoir le voir évidemment en mode rapide puisque malheureusement on a manqué de temps et qu'on a eu des conditions un peu particulières. Donc ce cours d'électronique de puissance, la première chose ce sera une petite introduction qui sera en fait liée à petite introduction historique, on va dire. Non, précédent. On fera diverses définitions, ce que c'est l'électronique de puissance. On va essayer de revenir à notre vue d'ensemble. Donc, décidément, voilà, vue d'ensemble. Vous aurez les utilités pratiques. Vous aurez différents composants qu'on va voir, que vous m'introduirez vous, pour lesquels vous me ferez un petit travail. Les méthodes de conversion énergétique, sous-entendu énergétique et électrique évidemment. Et le matériel de conversion, on verra ce qui existe en matière d'électronique de puissance actuellement. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Il va de soi que cette vidéo sera peut-être un peu longue, donc je vous conseille de la regarder en plusieurs fois. Tip chop entre les deux, ça va vous détendre. Un bon petit, une bonne petite aspirine, c'est bien aussi. Et du courage. Je vous en souhaite. Bonne lecture. Bon, messieurs, le fil conducteur du cours que je vous propose ici est un fil conducteur plutôt orientation culture générale. En effet, pour deux raisons, je vais dans cette voie-là. La première, c'est que vous n'avez pas de cours à ma connaissance qui vous instruit en cette matière, à savoir tout ce qui s'est passé dans le monde de la technologie, de l'électrotechnique, qui est quand même finalement ce qui découle, ce qui en découle, c'est votre métier d'électronicien, et c'est quelque chose qui est peu abordé finalement. La deuxième chose, c'est que un certain nombre d'entre vous toucheront un jour ou un autre au monde commercial et technico-commercial dans sa carrière. Ce monde technico-commercial nécessite d'avoir une certaine culture de son métier.
Il n'y a rien à faire quand vous allez inviter un de vos clients ou un de vos fournisseurs, ou qu'un de vos fournisseurs va vous inviter au restaurant. Ça risquera d'arriver plus souvent qu'à son tour, bande de vénards. Et vous verrez que, en fait, quand on se retrouve autour d'une table, on parle de deux choses, de culture générale, de la culture en général et de son métier. Alors quoi de mieux que de pouvoir parler de culture générale en fonction de son métier? Ça fait quand même partie du lot. Donc c'est pour ça que le cours que vous allez avoir maintenant est orienté dans cette voie pour vous ouvrir un petit peu sur ce que vous avez, ce qui s'est passé depuis 1800, qui est l'élément de base selon moi de la première invention en matière d'électricité moderne. Et on ira jusqu'à 2050 à peu près, un peu plus, un peu moins, on verra un petit peu. La plupart d'entre vous seront toujours vivants. Il y a moins de chances que ça arrive, pour voir apparaître la fusion nucléaire à grande échelle, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer de l'énergie gratuite ad vitam aeternam. Alors les plus attentifs d'entre vous pourront remarquer que par rapport à la vidéo d'introduction que j'ai tournée avant, des petites modifications ont été faites au niveau de la présentation. C'est pour ça qu'ici, bon, la différence, mais 2020. En effet, l'ancienne présentation ne fonctionnait plus correctement, vu qu'il s'agissait d'une trop vieille version. J'en ai profité pour réinstaller un prési moderne sur ma machine et réapporter l'ancienne version et la corriger, améliorer un petit peu celle-ci. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Introduction, l'utilité, les différents composants, la conversion, et puis notre exemple final. Bon, le petit rappel de l'électrotechnique, donc pour moi, ça commence en 1800, grâce à l'invention de notre ami Volta, qui n'est d'autre que l'inventeur de la pile. En effet, notre ami était comte, il est né comte, il s'appelait Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Il est né au milieu du 18e siècle, là, donc en 1745, et il est mort en 1827. C'était un physicien qui enseignait à l'école royale de Côme, ou Como. Si vous ne connaissez pas, c'est une très très belle ville de Lombardie, Lombardie-Vénétie, vraiment tout au nord de l'Italie. C'est vraiment à la limite de la frontière avec la France et de l'Italie, forcément. C'est une très belle région, il y a un très beau lac, je vous conseille vivement d'y aller. Donc notre ami, qui est devenu prof dans les années 1770, c'est ça, en 1774 exactement, a fait pas mal de petites découvertes en matière de chimie, en matière de choses et d'autres, de mise en application. Il s'est surtout approprié le travail de pas mal d'autres, dont un certain Galvani. Galvani, c'est qui? C'était un physicien et ami de Volta, physicien et médecin italien, et il avait remarqué en fait à l'époque que lorsque l'on mettait en présence de deux types de métaux les pattes d'une grenouille, cette grenouille avait tendance les pattes de celle-ci avaient tendance à se contracter. Pour la petite histoire, notre ami Galvani, le terme de galvanisation dont vous avez déjà entendu parler vient de son nom, puisque c'est un des précurseurs en matière d'électricité et de traitement chimique. Mais ça n'a pas été inventé par lui, puisque ça a été inventé par notre ami Sorel, un chimiste français. Donc, pour revenir à notre ami Volta, en 1800, il se base sur ce que son ami Galvani a mis au point. Et il a l'idée, en fait, de remplacer la pâte de la grenouille par du papier buvard, qu'il a imbibé d'une solution, d'une saumure. Une saumure, si vous ne savez pas ce que c'est, une saumure, c'est de l'eau salée, en fait. Okay, et il l'a trempé dans dans cette saumure, il a trempé deux électrodes, une en zinc, et l'autre en argent. En effet, pourquoi deux métaux? Parce que le principe, c'est que
deux électrodes de métaux de même métaux, il n'y a pas d'apparition d'une différence de potentiel entre les électrodes. Il faut qu'elles soient de métaux différents et dans la solution se déplace un courant entre ces deux électrodes. C'est évidemment délétère pour une des deux électrodes puisqu'il y en a une des deux qui va s'user par ce passage de courant. Au départ, en fait, elle ressemblait à ça. C'était en fait un empilage de métaux, hein, de plaques de métal, alternativement zinc, argent, zinc, argent, zinc, argent, avec chaque fois du papier imbibé de solution de saumure. Ce qui permettait d'obtenir ainsi chaque fois une petite différence de potentiel entre chaque élément ou des électrodes. Et la dernière électrode, on prenait la différence de potentiel entre le premier et le dernier. À l'époque, le terme de différence de potentiel, le terme tous ces termes-là n'étaient pas encore bien définis. Il va falloir attendre un peu plus de temps pour que cela soit défini correctement. Donc en 1820, un autre physicien fait Christian Ørsted, constate qu'une aiguille aimantée, une aiguille donc, comme une aiguille de boussole on va dire, qui était placée à proximité d'un fil parcouru par un courant, était déviée et allait dans ce sens-là. Là, on commençait donc il a fallu quand même 20 ans, hein, on est 1800, invention de la pile, 20 ans plus tard, Ørsted qui commence à faire des expériences un peu plus amusantes au niveau de celle-ci. 1822, André-Marie Ampère, autre nom bien célèbre puisqu'il va nous donner la base du courant, fait des expériences sur les premiers solénoïdes, sur base donc des travaux de Ørsted. Ensuite, 1822, un autre physicien anglais, à l'époque ils étaient tous soit mathématiciens, soit physiciens. On va voir plus tard qu'il aura fallu que ce soit un praticien qui mette un petit peu de l'ordre dans tout ça. Notre ami Arago, donc, aidé de son ami André-Marie Ampère, invente le principe de l'électroaimant. Et alors ce n'est qu'en 1826, donc vous imaginez, on est un quart de siècle plus tard, un quart de siècle après l'invention de la pile, que l'on met en place, grâce à Georges-Simon Ohm, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc le rapport entre un courant qui parcourt un élément résistif et qui a à ses bornes une différence de potentiel. Donc un quart de siècle seulement. Donc il a fallu, c'est énorme mais c'est peu à la fois finalement. Bon, parce qu'on va voir que les choses vont fortement s'accélérer dès le moment où on a mis en place tous ces éléments de base que sont les déviations de l'élément, etc., etc. 1831, là on a la découverte de la phénomène de l'induction électromagnétique grâce à notre ami Faraday. 1840, loi de Joule. Donc là on intègre et on fait intervenir l'aspect énergétique d'un courant électrique. Jusqu'à présent, on ne se tracassait pas de savoir ce que ça faisait. On voyait effectivement qu'on avait des choses qui se passaient, ça bougeait, il y avait des phénomènes de dissipation éventuelle, mais on ne faisait pas de lien avec entre un courant, une tension et de l'énergie éventuellement qui va être dissipée. Ensuite, notre ami suivant, c'est encore une fois, c'est un résumé ici, évidemment, si je dois commencer à résumer tout le 19e siècle en matière de découverte, en matière de physique et surtout d'électrotechnique, on n'est pas arrivé. Ici, évidemment, je vous relate les faits les plus marquants, selon moi, de ces inventions. Donc, les débuts de l'électrotechnique commencent grâce à un Liégeois, qui a pas trop loin de notre école, enfin c'est pas lui qui a fondé l'école a été fondée en son nom, mais qui est notre ami Zénobe Gramme, qui a mis au point la première dynamo. Donc autrement dit, la possibilité de créer un courant sur base d'un élément en mouvement, ou inversement d'ailleurs, puisqu'elle est réversible. Courant continu, entendons-nous, courant continu.
Ensuite, notre ami Hippolyte Fontaine, notre inventeur belge et accessoirement le bras financier de notre ami Gram, c'est lui qui donc a financé les études de celui-ci et de l'invention de la dynamo. Et c'est lui qui a mis au point le fait de pouvoir, sur base d'un élément dynamo, créer un moteur et montrer la réversibilité de la dynamo, justement. Donc là, ça a été très très vite à ce moment-là. Alors, 1878, Gram, qui est tout le temps à la recherche d'amélioration, met en place la première machine à courant alternatif. Là, on parle bien de machine à courant alternatif monophasée. Hein. On verra plus tard que ce qui va régler tout et qui va permettre de mettre un point final au problème de courant continu et donc le passer tour alternatif pour la génération viendra un peu plus tard grâce à un autre génie. Euh, Toujours est-il, ici, donc notre ami Gram, 1878, met au point la première dynamo. Pardon, le premier moteur monophasé alternatif. Alors, d'un autre côté, jusqu'à présent, on a vu force motrice, mise en mouvement grâce à l'électricité. Il y a un autre inventeur, et non des moindres, qui était surtout un bon copieur et surtout un bon acheteur, un bon financier, un malin. C'était un Américain qui s'appelait Thomas Edison. Il a inventé, on dit de lui qu'il aurait inventé l'ampoule électrique. Je pense que c'est un fait. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais il a, bon voilà, 5% d'inspiration, 95% de transpiration, c'était sa devise. Et c'était surtout, ce qui l'a surtout animé, c'est de racheter énormément, sur base de ce qu'il a gagné sur son ampoule, de racheter énormément de brevets à d'autres personnes. Suivant. Alors, ça part dans tous les sens. 1879, notre ami Werner von Siemens, un Allemand, étonnant, avec un nom pareil, qui est le premier à créer une motrice qui à l'époque, donc une motrice, sous-entendu un train, hein, une locomotive, à traction électrique. C'est le tout premier à l'avoir fait. Avant lui, c'était évidemment encore des machines à vapeur. 1882, physicien français invente le transformateur. Là, par contre, on commence à rentrer dans des éléments de transformation, donc dans des éléments de conversion d'énergie. Et 1882, donc on est 4 ans après l'invention de l'ampoule électrique, notre ami il a déjà fait pas mal de chemin, notre ami Edison, et il met en place à Wall Street, à New York, donc place forte déjà à l'époque financière, il met en place la possibilité à chacun dans le quartier de Wall Street, et comme déjà relativement étendu, amusant d'ailleurs de savoir que Wall Street, Wall vient de Wallon, puisque c'est la rue des Wallons, hein, sous-entendu, et que 10 ans plus tôt, ben, c'est un Wallon qui a inventé la première dynamo. De là à dire si c'est un hasard ou pas, je n'en sais rien. Donc il produit pour Wall Street du courant continu grâce au dynamo de notre ami Gram. Et ces dynamos sont entraînés en fait par des machines à vapeur. Là maintenant, on va parler de la personne selon moi la plus importante dans le domaine de l'électrotechnique.